Bonsoir. Au nom de l'Association des prisonniers politiques chiliens en France, je vous donne la bienvenue et merci pour être aussi nombreux ici ce soir. Aujourd'hui, c'est la présentation du livre Dominique de Winnipeg, Diario de a bordo, journal de bord de Josu Chueca, professeur d'histoire de l'Université de San Sebastián. Ce journal fut écrit pour les républicains espagnols embarqués grâce au poète chilien Pablo Neruda dans le bateau Winnipeg, depuis Pauillac, près de Bordeaux, à destination de l'Amérique latine. Le 4 août 1939, le Winnipeg appareille de Pauillac, port de fluviale française. Plus de 2500 personnes de tout âge, origine, profession et profil idéologique différents sont sur le point d'entamer un voyage qu'ils n'auraient sûrement jamais pu imaginer. Josu Chueca Injusta, si je prononce bien, je ne parle pas basque. Docteur en histoire contemporaine, il a été professeur associé à l'HUUPB de 1988 à 1996 et depuis 1996, il est professeur titulaire au département d'histoire contemporaine de cette université. Ses principales lignes de recherche ont été le nationalisme basque dans ses aspects politiques et culturels, la Seconde République et la guerre civile, ainsi que l'exil dérivé de franquisme et la transition et l'histoire des temps présents. Parmi ses publications les plus importantes, on peut citer le nationalisme basque et navarre de 1931 à 1936, après je verrai Espignaco, Guerra Civila, Euskal Herrian, Gurs, la campagne basque et la transition politique au Pays basque. En 2015, il a reçu le prix Manuel Irujo, décerné pour la Irujo Estea Escaltea, en reconnaissance de son travail de chercheur et de diffuseur de l'histoire basque. Mais le mieux pourtant pour moi est sa participation dans la clandestinité contre la dictature de Franco quand il avait 16 ans. Voilà, merci, Josu. Il m'a dit qu'il faut que je parle en français, alors je vais parler avec un français, comme on dit, des basques espagnols ou des vaches espagnoles, mais comme ça tout le monde comprendra, même si c'est dans ce français qu'on peut améliorer. Bon, le sujet de ce soir, c'est la présentation de ce bouquin que j'ai publié il y a 3 ans ou comme ça, et que maintenant on a fait la 2e édition, enrichie par rapport à la première édition. Et le sujet de ce bouquin, c'est ça, reproduire ce qu'on a publié dans les bateaux Winnipeg pendant la traversée de Pauillac jusqu'à Valparaiso, qui avait ce titre, 2000 del Winnipeg, Diario de a bordo, comme vous verrez. Et vous savez bien dans quel contexte il va se produire cette expédition, et c'est dans le contexte bien sûr, bien clair, de la fin de la guerre civile espagnole. La guerre civile espagnole, elle a eu, par rapport à d'autres guerres qu'on a eues en Espagne dans la période contemporaine, une caractéristique, par exemple, qui la différencie par rapport à d'autres guerres. C'est une guerre déjà totale, c'est-à-dire, par exemple, dans les camps de l'exil, dans les domaines de l'exil, ce n'est pas seulement les gens qui participent directement dans la guerre, qui sont des miliciens, des soldats, qui s'affrontent dans les tranchées, dans les fronts et comme ça, qui vont partir quand ils sont déroutés, quand ils sont défaités en exil, mais c'est toute la population, vieillards, petits, femmes, enfants et soldats bien sûr, qui vont partir en exil. Et ça commence pas seulement en 1939, ça commence déjà l'année 1936. Par exemple, au Pays basque, à fur et à mesure que les franquistes ils prennent des villes et comme ça, il y a des gens, parce que nous, les Pays basques, on habite près de la frontière, en traversant la rivière, la Bidasoa par exemple, les gens d'Irún, ils sont déjà à Andaï,
Alors, par exemple, Irún, c'est la première grande ville, une ville qui est à la frontière, comme ça, qui va se vider, par exemple, l'année 36, septembre 36, parce que les franquistes, ils avancent, mais les franquistes, ils font une guerre, déjà que c'est une guerre totale. Par exemple, ils vont utiliser, par exemple, et c'est le mois d'août de 36, et après le mois de septembre de 36, pour prendre Irún, cette ville frontalière, ils vont utiliser par exemple, pour la première fois, les avions italiens. Et les avions, ils bombardent, et quand les avions, ils bombardent une ville, ils ne font pas la différence entre miliciens et population civile. Et alors, Irún, que c'est une ville tout près de la frontière, elle va se vider par exemple dans les premiers jours de septembre 36. C'est une population qui presque se vide pour aller, parce qu'ils sont à côté de la frontière française. Mais ça va se reproduire dans les Pays Basques, parce qu'on est près de la frontière. Par exemple, pendant l'année 37, il y a des milliers d'enfants qui vont sortir dans des bateaux vers la France, ou vers la Belgique, ou même vers l'URSS, vers la Russie, comme ça, ou vers l'Angleterre, et comme ça. Mais les grands mouvements d'exil, c'est en janvier-février 1939, quand les franquistes ils commencent déjà à prendre la Catalogne. Quand ils prennent, par exemple, Barcelone, le 26 janvier 1939, la République, elle sait que la guerre, elle va être vite finie et qu'ils vont perdre la guerre. Et alors, c'est par exemple les gouvernements républicains qui étaient placés à Barcelone qui partent en exil. Et le 5 février 1939, par exemple, Manuel Azaña, Negrín et d'autres dirigeants, ils partent déjà en France. Et avec eux, par exemple, ils partent aussi les gouvernements de la Catalogne, de la Generalitat, Lluís Companys, et ils partent aussi, par exemple, les gouvernements basques qui avaient une délégation à Barcelone. Mais plus important, c'est-à-dire plus remarquable que l'exil des dirigeants politiques, c'est l'exil des milliers et des milliers de personnes. Et on voit par exemple dans les derniers jours de janvier 1939, des milliers et des milliers de personnes, et vous voyez dans ces photos qu'il n'y a pas par exemple des miliciens, il n'y a pas de soldats, la plupart sont des femmes ou des petits qui vont vers la France, en partant de Catalogne. Et quand ils arrivent en France, et ça c'est très important, c'était donné, et quand ils arrivent en France, à la frontière, ils ne peuvent pas passer. Et on peut voir, on sait que la France, elle a changé la politique vis-à-vis des réfugiés, pas seulement espagnols, mais aussi pour les réfugiés européens qui étaient très nombreux en France depuis les années 30. Par exemple, tous les gens qui avaient fui de l'Allemagne nazie et qui s'étaient déplacés vers Paris et comme ça, ils commencent à avoir des problèmes avec la police et la justice française parce qu'ils font deux lois en 1938 en disant que ces gens qui n'ont pas des papiers et qui ne sont pas autorisés à rester en France, tous ces réfugiés de l'Italie, de la Tchécoslovaquie, de l'Allemagne et même de l'Espagne, sont indésirables. Et sous ce mot indésirable très large comme ça, les gens peuvent être expulsés de la France et surtout, ils ne peuvent pas être recueillis comme des réfugiés. Et la frontière, elle est fermée. À la fin janvier 1939, les gens, ils fuient de Barcelone, mais quand ils arrivent au poste de frontière, c'est les flics français, c'est l'armée française qui les empêche de passer. À la fin, par des raisons humanitaires, le 5 février 1939, ils laissent passer les gens. Ils laissent passer les gens, mais le ministre de l'Intérieur français, il fait de façon très claire la différence. Il dit, M. Sarraut, Albert Sarraut, il disait, les femmes, les petits et les vieillards, on les accueille, on les invite à rentrer en Espagne, mais ils peuvent passer. Et les hommes qui sont en âge militaire, on les enferme. On les enferme. Mais on les laisse passer. Et alors, des milliers et des milliers de personnes, ils passent en France à partir du 5 février jusqu'à 13-14 février. C'est-à-dire, une fois que les franquistes ils arrivent à la frontière, c'est fermé aussi. Mais dans ces 15 jours, à peu près 12-15 jours, il y a des milliers et des milliers de personnes qui passent en France. Et alors, on calcule, et ce ne sont pas des
des numéros qu'on exagère. Non, non, ce sont des rapports de la police et des militaires français qui recueillent les données de ces gens qui passent, et on calcule que 450 000 personnes, ils passent au département que vous connaissez maintenant, le département des Pyrénées orientales. La capitale, c'est Perpignan. Et les hommes, ils les amènent dans les plages. Et vous voyez, les gens, ils vont, les jeunes hommes, ils partent derrière un flic, pardonnez, un policier par devant, un policier par derrière, mais en colonne à trois, ils cheminent dans les plages. Et ils se placent dans les plages d'Argelès, dans les plages de Saint-Cyprien et dans la plage de Les Barcarès. Ils vont être les trois premiers grands endroits où ils vont placer ces réfugiés espagnols. Et il n'y a que réfugiés, mais surtout, il y a toute la panoplie des corps de l'armée et de la police française pour les garder. Et au début, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et vous voyez ces photos si puissantes. Un mec, un homme qui est allongé par terre, dans le sable, il a sa valise, et il a une espèce de je ne sais pas comment on dit, de couverture, et comme ça, il n'y a rien d'autre. Et il commence à faire des petites parades comme ça, avec les restes des trucs qu'il a ramenés, ou des joncos qu'il trouve par ailleurs, par là-bas et là-bas, comme ça. Et les premiers éléments que la police et les militaires français font, c'est met en marche, c'est ça, les fils barbelés. Des fils barbelés pour enfermer les gens. D'un côté la Méditerranée, et de l'autre côté les fils barbelés pour enfermer ces gens. Et derrière les fils barbelés sont ça, les flics et les militaires français pour empêcher ces gens. Seulement, ils peuvent sortir si c'est pour rentrer en Espagne. Et le reste, ils vont rester là. Et quand ils se rendent compte qu'il y a 160 000 personnes enfermées dans ces trois grandes plages, et comme ça, ils commencent à penser qu'il faut faire des camps. Des camps où les femmes, au début, ils ne sont pas dans les camps, mais les hommes, ils restaient enfermés. Et alors, on utilise ce terme, et ça c'est très important, parce que maintenant, il y a toujours un débat entre les historiens et comme ça, si on pouvait appeler ces camps qui ont fait pour les réfugiés espagnols camps de concentration, parce qu'après, avec la dérive de ces camps dans la période de la Deuxième Guerre mondiale et comme ça, et surtout avec la comparaison avec les camps d'extermination d'Auschwitz-Mauthausen et comme ça, c'est pas pareil, mais en même temps, on ne peut pas dire qu'ils sont des camps d'accueil. Mais les autorités françaises, ils l'utilisent. Et même les journalistes, et dans les bilans qu'il faut, et comme ça, avec toute normalité, par exemple, les 5 des premiers, camps de concentration, camps de concentration. Après, non. Après, ils vont chercher des euphémismes pour cacher cette réalité. La même chose qu'on fait maintenant les Européens. Par exemple, vous savez, en France, les CRA, Centre de rétention administrative, pour les étrangers, les sans-papiers comme ça. En Espagne, nous, on utilise Centro de Internamiento de Extranjeros. C'est l'euphémisme qu'on cherche pour pas dire prison pour les étrangers ou centre pré-déportation des étrangers. Bon, je laisse ça parce que sinon je vais manger tout le temps. Et vous voyez par exemple le camp de Gurs. C'est un sujet que je connais bien parce que j'ai travaillé, mon premier week-end sur le camp de l'exil, c'était sur le camp de Gurs. Oui. Le nom officiel du camp de Gurs, c'était camp d'accueil de Gurs. Quand le camp de Gurs s'est fini et dans les années 70, on a mis un panneau, comme ils ne pouvaient pas mettre ce nom officiel, parce que ça serait un truc tout à fait sarcastique, ils ont mis un panneau, et maintenant si vous allez là-bas, vous allez voir camp d'internement de Gurs. Mais le nom officiel c'était camp d'accueil, en étant un vrai camp de concentration. Et bon, je vais vite, parce qu'il faut arriver au Winnipeg, et il faut que le Winnipeg il arrive à Valparaiso. C'est-à-dire, des milliers de gens, ils sont internés dans les camps d'Argelès, Barcarès, Saint-Cyprien, et après toute la panoplie des camps qui ils font bâtir dans d'autres départements. Ardes, Sept-Fonds, Les Vernets, Noé, Gurs, et j'oublie quelques-uns, Bram, très bien,
Alors, il y a 13-14 camps qui sont sortis des rien, de la boue, de la bouée. Seulement, les camps d'Ivernay, c'était un ancien camp militaire qui l'ont aménagé pour les réfugiés espagnols. Tous les autres, ils sont sortis de rien. Et après, un peu plus tard, ils feront aussi les camps de Rivesaltes. Et ce sont des camps provisoires pour quelques mois pour loger ces gens. Et vous voyez, les camps de Gurs, par exemple, près de Navarrense et de Laurent, dans le département des Basses-Pyrénées, alors maintenant on l'appelle Pyrénées-Atlantiques. Pau, c'est la capitale, la plus importante ville. Après, c'est Bayonne. Et la troisième ville du département en 1939, c'est Gurs, avec 18 000 réfugiés, installés dans 382 baraques. Le futur pour ces gens, c'est ou bien rentrer en Espagne, tous sont des facilités, des convois tout à fait gratuits les amènent jusqu'à Ndaye pour qu'ils rentrent en Espagne, mais les gens qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas rentrer en Espagne parce qu'ils savent qu'ils vont être répresaliés, qu'ils vont être jugés ou exécutés par les franquistes et comme ça, ils sont obligés de rester au camp. Sauf ceux qui peuvent partir dans des expéditions au pays de l'Amérique. Et ça commence à partir du mois d'avril, mars-avril surtout de 1939, à se préparer quelques expéditions, mais tout le monde, il ne peut pas aller. Seulement au camp de Gurs, il y a 18 000 personnes. Et alors, et surtout, il y a aussi pas mal de gens qui ne veulent pas partir en Amérique, mais qui restent enfermés dans les camps, dans des conditions pas si épouvantables que les camps d'extermination nazis et comme ça, Mauthausen et tout ça, comme ça, mais dans des conditions qui sont très inhumaines. Je connais très bien l'histoire du camp de Gurs, et je peux vous dire, par exemple, à côté, dans tous les camps, il a fallu faire des cimetières. Parce que dans tous les camps, il y a eu des mortalités. Les camps de Gurs, 1939 jusqu'à 1945, ils sont morts là, au camp, 1180 personnes. Et si vous allez là-bas, vous verrez dans les cimetières les plaques de 1180 personnes. Si on partage, si on divise 1180 entre 39-45, 600, je crois que je suis la lettre, ça nous fait, tous les années, il y avait 200 personnes qui mouraient. Ça nous fait que tous les semaines, il y avait 3 à 4 personnes qui décédaient au camp de Gurs. Et surtout, ce sont des gens qui ont perdu la guerre, qui psychologiquement sont foutus, ils se chamaillent entre eux, et blessés comme ça, et qu'ils ne peuvent pas rentrer en Espagne, la plupart. Même s'il y a pas mal de gens qui rentrent en Espagne. Et alors, pour eux, la seule sortie, c'est partir vers d'autres pays dans les expéditions. Et dans ces cadres-là, et ça que c'était une chose provisoire, il va devenir permanente. Parce que c'est quand c'est vide, quelque chose, mais il commence aussi à avoir, après le début de la Deuxième Guerre mondiale, nécessité aussi pour les autorités françaises d'utiliser ces camps et créer de nouveaux camps. Par exemple, comme celui de Rivesaltes. Et quand les camps de Rivesaltes ils le font, ils ne le font pas en bois, ils le font en dur. Parce que ça veut dire qu'ils savent déjà, les militaires français, que c'est une question de longue durée. Et les camps de Rivesaltes, ils le font bâtir déjà en briques, avec des matériaux pour les toits, des tuiles en amianto, je ne sais pas quoi, fibrocemento, comme on dit en espagnol, comme ça, en dur. Et comme je vois. Et dans tous les camps, j'explique ça, il y a des morts. Ça, c'est les cimetières des tuiles et les camps de Gurs. Et ça coïncide dans la période où la guerre d'Espagne s'est finie définitivement. Quand, si vous connaissez un peu l'histoire d'Espagne, comme ça, et l'histoire de la guerre, ça c'est le truc que Franco il a fait le 1er avril 1939. Il disait, en el día de hoy, captive et désarmée l'armée rouge, les troupes nationales, l'armée nationale, a pris ce dernier objectif militaire. Et ça c'était vrai. Mais une partie de l'armée espagnole, elle était, comme vous voyez, captive et désarmée en sol français. Et l'exil, et déjà je vais vers les Winnipeg, c'est les compléments de ce qui avait été la guerre en Espagne. La guerre en Espagne, c'était l'élimination physique des milliers de personnes, l'emprisonnement des milliers de personnes et comme ça, et c'était la mort physique. Et vous voyez, ça c'est une photo d'un village de la Navarre, Olite. Ça c'est avant
que la guerre commence, en 1936, le mois d'avril, ce qu'on dit en espagnol, una despedida de soltero. C'est pour cela qu'il n'y a pas de femmes ici, ce sont seulement des mecs. Et comme ça, ils font la fête, comme ça, la veille des premièrement. Vous voyez, celui avec la grande carafe d'eau, l'autre avec la guitare, ce qu'on appelle chez nous un calderette, c'est-à-dire que vous mangez du lapin et comme ça. Tous sont contents. 36 avril. Ces jeunes, ces personnes qui sont presque une trentaine, 4-5 mois après, il y a 27 personnes ici, 17, ils sont morts. Ils sont morts parce que la Navarre, elle est prise du premier moment par les franquistes, il y a une répression terrible, plus de 3000 personnes, ils ont été tués en Navarre, même s'il n'y a pas eu de guerre là-bas, 17, ils sont morts. Les restes, les 10 qui restent, ils partent en cachette, ils passent du côté républicain, ils font la guerre du côté républicain, et 3 ans après, avril 1939, ils sont là. Celui, c'est par exemple celui qui était avec la carafe. Et celui qui est à côté, c'est celui qui était avec la guitare. Ici, il n'y a pas de guitare, de carafe, ici, il n'y a pas de fête. Ces gens-là, 300 après, ces militants de gauche, ils sont obligés à être en exil dans 5 ans. Et surtout, c'est ça la différence de l'exil espagnol, par exemple, ou de la fin de la guerre espagnole, avec par exemple la Deuxième Guerre mondiale. Quand en 1945, la guerre mondiale, les Allemands, les Italiens, les Français, ils ont pu rentrer chez eux. Les Espagnols, non. Les Espagnols, comme on a eu une dictature jusqu'en moins 1975, l'exil devient un truc, une question définitive, de pour vie. Par exemple, pas mal de gens qui vont en Chili, ils vont mourir au Chili. Ils vont rentrer jamais. Et ces gens-là, d'autorité comme ça, ils sont éparpillés, quelques-uns, celui-ci par exemple, il terminera en Chili, mais les autres, ils vont rester en France jusqu'à qu'ils soient déjà de vieux comme ça. Ça, c'est important. Alors, l'exil, c'est les compléments, comme une espèce de mort civile par rapport en rapport avec la mort physique qui était la guerre civile d'Espagne. Bon, ces gens, ils sont dans les camps, et on ne doit pas oublier, on ne doit pas mettre de côté, ça c'est très important pour l'histoire de Winnipeg, à part les gens qui sont dans les camps, dans ces conditions, c'est qu'il y a aussi des milliers d'enfants, des milliers de familles comme ça, qui sont partis dans différents moments en exil et qui sont éparpillés par toute la France. Les hommes, ils sont dans les camps, mais les gens, ils sont dans des refuges, ou chez l'habitant, ou comme ça, éparpillés par toute la France. Le gouvernement basque, par exemple, il avait eu des colonies et comme ça pendant 37, 38, 39, mais 39, quand la guerre s'est finie, il dit, bon, ceux qui peuvent rentrer, qu'ils rentrent, et le reste, qu'ils s'organisent pour partir en Amérique comme ça. Et alors, il y a dans quelques mois, toute une dynamique pour rassembler ces familles, et on voit c'est très joli, dans les revues des exilés, des feuillets, recherche des familles. Et quelqu'un qui est dans les candidats, je voudrais savoir des nouvelles de ma femme que je crois qu'il y a en Bretagne, ou à l'inverse. Une femme qui est en Bretagne, je voudrais savoir où il se trouve mon mari, Luciano Rodriguez, originaire de Valencia, militant de l'OGT. Et ça, quelquefois, ça fonctionne avec succès, et les familles vont se regrouper. Et par exemple, au Winnipeg, dans cette expédition, il y a pas mal de gens, des familles, qui étaient éparpillés par différents camps, les hommes ou les femmes dans des refuges comme ça, mais qui vont faire les papiers pour aller à Bordeaux et se rassembler et partir en exil en France. Parce que, comme j'ai dit avant, au début, il y a plusieurs expéditions, plusieurs bateaux qui s'organisent. Les premières, et les bateaux plus mythiques, c'est par exemple les Sinaïa, qui va partir avec Mexico, en juillet 1939. Mais pour ce qui nous intéresse, pour l'histoire de Winnipeg, c'est ces bateaux, le Winnipeg, l'expédition de Winnipeg, qui va être mise en marche par l'élan, par l'effort du gouvernement chilien, à travers son consul Neruda, et surtout l'organisation que le gouvernement républicain espagnol il avait formée pour aider les réfugiés. El CEN, Servicio de Educación de los Republicanos Españoles. Henri Saint-Lazare, elle avait ses bureaux à Paris. Alors,
ils vont acheter ces bateaux, qui c'était un ancien paquebot, et ils vont l'aménager pour pouvoir amener des milliers de personnes, 2000 personnes au moins, parce que lui, il avait une capacité, c'était bateau d'une centaine de personnes, c'était surtout pour charger des marchandises et comme ça, mais ils vont l'aménager avec des lits, littéras, comment on dit, litières, non. Oui, des lits superposés en bois comme ça, 2000 personnes, et le Winnipeg. Bon, et les gens, ils vont partir là-bas vers Bordeaux pour cette expédition qui organise Chili. Pourquoi? Chili, vous savez que, mieux que moi, c'est que vous êtes des Chiliens comme ça, depuis l'année 1938, octobre-novembre 1938, il avait un gouvernement du Front Populaire. C'était le président Aguirre Cerda. C'est le basque qui me vient à la tête. Et Aguirre Cerda, il avait dit à Neruda, amenez-moi vers le Chili des milliers et des milliers, et surtout il voulait aussi des personnels techniques dans quelques branches que l'économie chilienne a bien besoin. Alors il fait un peu la combinaison des solidarités vers ces gens qui étaient en France dans les camps et comme ça, et aussi les amener au Chili, et aussi profiter pour des branches de l'économie comme la pêche et comme ça en Chili, pour les développer. Pas des intellectuels comme ça, il demandait des gens. Et Neruda, il est tout à fait d'accord, parce que Neruda, il était en Espagne depuis l'année 1934, comme vice-consul. Vous savez très bien que les métiers de Neruda c'était diplomatique, il avait été dans plusieurs endroits, en Birmanie, je ne sais pas, mais en Espagne il était depuis l'année 1934, à Barcelone et après à Madrid. Et quand il est à Madrid, il fait l'amitié avec des gens de gauche très significatifs, comme ils sont avec lui en train de se promener à Madrid. Alto Aguirre, Luis Cernuda, le poète, Alberti, Rafael Alberti, et l'autre, Bergamin. Oui, vous l'avez ici dans cette autre photo, avec sa copine d'alors, avec sa femme d'alors, parce que Neruda, vous savez qu'il a eu plusieurs femmes et comme ça. Oh, mais non, trois seulement. Bon. Ça serait un sujet pour une autre et difficile conférence, mais ici par exemple c'est sa copine d'alors, sa femme d'alors, Celia del Carril, communiste argentine, et le plus important, c'est là dans ces photos sont Rafael Alberti, il y a Luis Buñuel, il y a Federico García Lorca, il y a María Teresa León, c'est-à-dire il s'approche à la intelligentsia de gauche espagnole. Et en plus, il va changer sa poésie. Il ne sera plus un poète lyrique intime, et il passe à être, dans le contexte de la guerre civile espagnole, un poète qui chante par exemple la résistance du peuple espagnol. L'année 1938, il fait un bouquin, L'Espagne en el corazón, qui va être édité au Chili, et en Catalogne, encore dans la Catalogne. Et lui, il se met à travailler avant avec son équipe, ça il faut dire, parce qu'ici on n'a pas le temps de tout développer, mais dans les bouquins, je crois que c'est minimum développé, il y a des gens qui travaillent avec lui pour faire les préparations de cette expédition. Et lui, dans une poésie, bon, dans ses mémoires, dans son livre de mémoires que tout le monde connaît, Confieso que vivido, il y a plusieurs pages dont il parle de Winnipeg, et dans plusieurs poésies comme celui-ci, dont il parle de más lejos, de campos de prisiones, de las arenas negras del Sáhara, de ásperos escondrijos donde yacieron hambrientos y deseosos allí en mi barco. Claro, al navío en el mar, a la esperanza, acudieron llamados uno a uno por mí desde sus cárceles, desde las fortalezas de Francia tambaleante. Le bateau Winnipeg, il va partir de Pauillac, à côté de Bordeaux, le 4 août 1939, avec, en théorie, vous savez, les titulaires, 2000 personnes, 2000 réfugiés espagnols, c'est coupé avec la photo, mais 2000 réfugiés espagnols. On sait qu'il c'était plus. Dans notre liste, c'est 2500 personnes. Il faut se rendre compte qu'au Chili, les journaux que vous savez de toute la vie, et je dis à mon ami l'autre jour, c'est comme en Espagne, les vrais changements politiques, c'est quand ils disparaîtront quelques journaux. Au Chili, il n'y aura pas un vrai
changement politique jusqu'à la disparition del Mercurio. C'est mon nom. Bon, à El Mercurio, par exemple, ils font une grande campagne contre cette expédition, et au Chili même. Et alors, Neruda et ces gens-là, ils ne sont pas intéressés à dire non, non, pas seulement 2000, ils vont 2500. Alors, la chiffre officielle, c'est 2000, mais la chiffre réelle, c'est 2500, qui part par là. Et nous, on a travaillé justement pour cette deuxième édition en train d'enrichir et certifier la vraie liste des gens. On a trouvé aux archives de Chili, merci à la collaboration d'un copain chilien, Sadi Arenas, bon, descendant aussi du côté de la mer d'un passager du Winnipeg. Et lui, par exemple, il a trouvé aux archives de Chili, par exemple, les cédules d'identité de 400 ou 500 personnes avec les photos et comme ça. Alors, ça, c'est très intéressant pour certifier que vraiment ils sont arrivés au Chili. Bon, 2500 personnes, où il y a des hommes, la moitié au moins de ces 2000, presque 1950, ils sont sortis des camps de concentration. Le camp de Gus, par exemple, il y avait 200 personnes, et le reste sont des Bruns, des Hardes, des différents camps comme ça, et surtout, tout ça, petits et familles comme ça qui se sont rassemblés. Et c'est ça qui vont faire cette traversée. Et dans cette traversée, bon, à côté de l'Espagne où la mort, elle régnait, parce que même si la guerre est finie en avril 1939, les franquistes ils ont continué en train de faire des exécutions, des fusillades, jusqu'à l'année 1943, presque de façon quotidienne. Parce qu'on a maintenant des travaux qu'on a fait de recherche, et on sait les listes de gens qui sont fusillés jour par jour. C'est-à-dire en Espagne, on a continué en train de tuer des gens. On calcule, presque par exemple, il parle de 50 000 personnes exécutées après la guerre. Mais en même temps, par exemple, qu'en Espagne, on tuait, les Winnipeg, il y avait des gens qui naissaient. Et elle, Agnès Winnipeg America, c'est la petite, elle est née le 5-6 août, quand les bateaux allongés ou étaient en parallèle de la côte de Galice, le même jour qu'à Madrid, ils tuaient ce qu'on appelle las Trece Rosas. 13 jeunes militants des Juventudes Socialistas Unificadas, proches du Parti communiste, qui avaient été fusillés ce jour avec, jusqu'à, je crois que ces jours sont 31 personnes qui sont fusillées, 13 filles. Alors, la mort c'était en Espagne et la vie c'était, l'espoir c'était dans les bateaux qui allaient vers l'Est. Et vous l'avez ici, Agnès, une fois déjà, elle reste toujours, elle vit encore au Chili comme ça, et la petite fille de Basque, c'est pour cela que sa maison de Chili, quand un copain il a fait ses photos de 2006, il a derrière l'armoirie du Pays Basque, vous voyez. Bon, avec ces gens, il y avait, je dis, pas mal de travailleurs, des mineurs, des pêcheurs et comme ça, mais il y avait quelques intellectuels, par exemple celui Mauricio Arster, qui était un dessinateur très connu, qui au Chili il va être très important aussi dans ce domaine, dans l'université comme ça, et c'est lui qui par exemple il a fait pour que les gens connaissent, parce que maintenant on connaît à peu près tout le monde, hein? Mais alors il y avait des terres inconnues. Et Chili, les seules choses qu'ils savaient, c'était qu'il était très loin, très loin, très loin. Alors, ils ont fait un follet, je ne sais pas comment on dit, un petit livret, dessiné par Arster, en donnant une explication aux gens de qu'est-ce qui allait se trouver au Chili, du point de la géographie, du point de vue de l'histoire, et comme ça. Ouais, vous voyez. Et ça, il les donne en entrant au bateau, en montant au bateau, et comme ça. Et il y a eu dans les bateaux, activité culturelle très importante. Les Basques, par exemple, moi j'ai une belle voix, mais j'ai très mauvaise oreille, je ne peux pas chanter, sauf qu'il soit une catastrophe. Mais il y a des Basques qui chantent très bien. Et au Pays Basque, on a la tradition, on a l'habitude de chanter partout. Et là, par exemple, les Basques, même au camp d'Argelès, ils ont fait son chœur sous chorale. Et vous voyez, ils sont dans le sable et comme ça, mais ils se rassemblent pour chanter. Et ces gens-là, quand ils sont allés au bateau, quand ils ont monté au bateau, ils ont fait sa chorale. Les premiers, ils ont été les Catalans, parce que les Catalans sont toujours les plus sages,
Mais les Catalans, je ne sais pas s'ils chantaient s'ils chantaient pire que nous, que les Basques comme ça. Il y a eu des plaintes pour que les gens ils chantaient en catalan. Et ils n'ont pas protesté contre les gens qui chantaient en basque. Et les Basques sont beaucoup plus inintelligibles que les Catalans. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais ils ont fait un chœur là-bas. Et quand ils sont arrivés au Chili, ils ont fait le chœur basque à Santiago et partout. Et le directeur de ces chœurs, toujours, celui qui nous donne le dos, mais je sais qui est, Ramon Zubillaba, qui c'était un ouvrier d'Hernani. Il a gagné sa vie au Chili en dirigeant des masses chorales à Santiago, à Viña del Mar, et comme ça, et comme ça. Et l'autre truc, et maintenant j'arrive déjà au noyau de notre bouquin, c'est qu'il fallait faire, comme ils l'ont fait dans d'autres bateaux, un journal pour que les gens puissent être au courant de ces choses qui sont en train de se passer dans les bateaux, et surtout des choses qui étaient en train de se passer en Europe. Août 1939, c'est-à-dire la veille du début de la Deuxième Guerre mondiale. Toute la tension qu'il y avait entre l'Allemagne, la France, l'Angleterre et comme ça. Ils voyaient, et ils vont faire un journal. Et comme dans les camps, ils avaient fait des journaux pour les mettre dans le mur, pour que les gens puissent lire, ils ont fait un journal, un quotidien, pour les mettre aussi dans les bateaux pour que les gens puissent lire. Et alors, ils ont fait ce journal d'Émile de Winnipeg, ça c'est qu'on dit en espagnol la manchetta, la tête c'est le seul truc artistique, et le reste c'était taper à la machine, et la machine faisait des rédactions et des primairies. Et il pouvait faire 6 exemplaires, vous vous souvenez, parce que les gens, sauf quelques jeunes que je vois, mais la plupart, ils sont déjà qui vous avez connu, quand on mettait des copies avec des papiers de charbon, on pouvait mettre d'une certaine qualité 5-6 copies. Alors c'est ça qu'ils ont fait, et c'est très drôle, très très joli. Ils misent dans ce moment édition en 6 únicos ejemplares. L'édition du quotidien, mais du point de vue journaliste, moi j'étais prof d'histoire pendant des années à la faculté de pénalisme, de journaliste et comme ça. C'est dommage parce que maintenant je suis à la retraite, mais je dirais à mes élèves, vous voyez, c'est facile de faire un journal, c'est difficile dans l'océan et comme ça, mais pourtant ils ont réussi à faire. Si la traversée c'était 30 jours, pendant 26 jours, ils ont fait tous les jours un quotidien. Très branché politiquement du côté gauche, socialiste, parti communiste et comme ça c'est une autre discussion à avoir, mais où il informait de tout ce qui était en train de se passer dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils recevaient, bon, il y avait toujours un éditorial, après des sections comme Tierra Salada, et surtout, le plus important c'était les, comment on dit en espagnol, los despachos, les informations qu'ils recevaient eux par radio, et ils transcrivaient et faisaient la synthèse. Mais il y avait des despachos de Moscou, de Bruxelles, de Londres, de Varsovie, et de tout, sauf de l'Espagne, bien sûr. Mais ils donnaient l'information de ce qui se passait dans le monde. Par exemple, ils ont parlé par exemple les très connus pactes Molotov, Ribbentrop, du 22-23 août, c'est sorti, qui a été une espèce de c'est pas des surprises, des scandales, voir que Hitler partait avec Staline, ou Staline partait, comme ça. Ça, par exemple, ils ont parlé dans ce journal. Et c'est ça. C'est ça que j'ai trouvé aux archives ici à Paris, en travaillant sur l'exil. Et une fois, bon, c'était l'année 2017, c'est quoi, j'ai vu qu'il y avait une lettre en disant « Je vous envoie quelques fiches de réfugiés qui sont arrivés au Chili et je vous envoie aussi les journaux qu'on a fait dans les bateaux. » Un des 6 exemplaires, ils les ont gardés et ils les ont envoyés au siège du CD à Paris. Mais les CD, peu après, même comme les partis communistes, ils ont été mis hors la loi. Et sont la police française qui a pris
qui a fait une fouille dans les bureaux du CV à la rue Saint-Lazare, et il a mené tout. Mais après, quelques mois après, quand la Gestapo et les nazis ils sont entrés en Paris, c'est le même truc. Ils ont pris les archives des flics français, ils les ont amenés à Berlin. Mais 1945, c'est les Russes, à son tour, qui ont fait la même opération. Prendre les archives de la Gestapo des nazis à Berlin, et ils sont amenés à Moscou. Et quand Moscou s'est dégelé dans l'année 1989 à partir de là-bas, bon, les Russes, ils en étaient des sonnettes. Et à la demande des Français qui parlaient toujours del fondo Moscou, c'est-à-dire tous les matériaux qui étaient partis vers l'Allemagne et d'après l'Allemagne vers la Russie, ils les ont envoyés en France. Peut-être qu'ils ont fait déjà une espèce de mais ça, c'était des trucs de réfugiés espagnols et comme ça, bien sûr, peut-être qu'ils n'ont jamais donné d'importance et comme ça, hein, c'est pas des trucs vus, c'est pas des trucs sales des partis communistes ou des staliniens ou des machins comme ça, non, non, et là. Et comme les archives français vraiment sont des vrais professionnels, ça je peux dire, en comparaison avec les archives espagnoles, que c'est un autre sujet, hein. Bon, ils ont mis à disposition des chercheurs, d'une façon très générique, hein, matériel de l'exil espagnol, voilà, et j'ai trouvé ça par surprise. Et alors, on a décidé de reproduire les journaux en facsimilé, avec une introduction historique, et après aussi avec une liste mise à jour avec toutes les données qu'on a trouvées dans plusieurs archives. Et dans cette édition, avec l'apport de ce que le copain Sadi, il a trouvé aux archives chiliennes. Et alors, on a comme ça 2500 personnes avec pas mal de données familières et surtout les 400 photos qui enrichissent cette collection. Bon, pas seulement les adultes, les petits aussi ont fait des dessins comme ça, vous savez, comment on est les adultes avec les enfants. Et la veille de l'arrivée à Valparaiso, ils ont écrit quelques lettres comme ça, hein, des dessins, des gens. Parce que, bon, ils sont arrivés au Chili, des adultes, mais ils sont arrivés des enfants. Et il y a des gens qui étaient des adultes, comme j'ai dit, ils sont devenus vieux et ils sont morts au Chili, quelques années plus tard, ou quelques décennies plus tard. Et il y a eu aussi des petits qui sont agrandis au Chili. Et je vais finir avec ça, mais c'est important, et dans la deuxième édition, on a fait un nouveau petit chapitre sur ça. Ces gens qui ont connu, qui ont souffert l'exil comme des petits enfants, sans se rendre compte, bien sûr, et on savait la vie avec sa famille en partant au Chili, la paradoxe ou la cruelle circonstance, c'est que quand, en étant militant, pas mal des militants de gauche, en différents partis et comme ça, quand le coup d'État de Pinochet est arrivé en 1973, ils ont fait l'exil de retour vers l'Europe. Pas en Espagne. Pas en Espagne, parce qu'en Espagne, en 1973, on était sous la dictature de Franco encore. Mais il y a pas mal de gens qui sont rentrés, surtout ici, en France, ou comme ça. Et après, bon, plus tard, oui, une fois que Franco il était disparu, comme ça, ils sont venus en Espagne, ou non, et comme ça, ou ils peuvent venir, et comme ça. Mais c'était cercle infernal qu'ils sont partis en étant petits dans un exil, ses parents, pas mal d'eux, ils sont morts dans cet exil, comme j'ai dit, en France, ou en Argentine, ou en Venezuela, ou au Chili. Et il y a pas mal de cas qui ont souffert, avec des cas très connus maintenant, tu vois, le double exil. Les filles comme ça, les Balmes, les tas. Et il faut dire, et avec ça j'ai fini. Il faut dire, en faveur ou en l'honneur du Chili, que ce n'est pas seulement une initiative pour faire venir les gens, pour accueillir les gens, mais aussi c'est quand ils sont arrivés, le gouvernement chilien et surtout les organisations de gauche chiliennes, populaires et comme ça, ils ont été solidaires, ils ont continué à faire une solidarité pratique vis-à-vis des réfugiés. Par exemple, ça j'ai trouvé aussi, mais ce n'est pas dans les bouquins comme ça, mais par exemple,
des fiches où les gens, une fois qu'ils étaient arrivés, tant qu'ils n'avaient pas de travail, ils touchaient des allocations d'argent pour qu'ils continuent à survivre au Chili. Et il y a eu pas mal de solidarité. Et solidarité politique aussi. L'année 1940, par exemple, quand la France elle a envoyé en Espagne Lluís Companys, le président de la Généralitat, ils l'ont fusillé. Juste après, au Chili, ils ont fait par exemple une soirée de solidarité avec Companys et comme ça. Ça a duré jusqu'à, comme j'ai dit, bon, après vous savez, tous les changements qu'il y a eu aussi au Chili, après le gouvernement d'Aguirre Cerda, González Villegas, ça connaissez vous beaucoup mieux que moi, mais après, bon, vous voyez, la continuité d'Allende, par exemple, Allende, il était dans le gouvernement d'Aguirre Cerda, il était ministre de la Santé, alors il connaissait très bien cette problématique. Et pour nous aussi, Allende, même si c'était la dictature, Chili et comme ça, c'était une référence très importante dans les milieux, par exemple, clandestins, où moi j'ai milité comme ça, et dans les revues progressistes espagnoles, même au temps de Franco, Chili, pour nous, c'était un pays tout à fait référentiel, parce qu'on remerciait sa solidarité, et surtout, dans les années 70, c'était l'espoir où c'était une espèce de, comment on dit, d'initiative pour arriver au socialisme en Amérique latine, tout à fait nouvelle par rapport à ce qu'on avait vécu et qu'on mythifiait aussi, et qu'on a admiré aussi, par exemple les stratégies de Guevara et comme ça, et Cuba. Alors, le Chili, 72, 71, 72, 73, c'était suivre ce qui s'est passé là-bas, et surtout qu'en 1973, ils ont fait les coupes, c'était pour nous aussi un coup dans lequel on s'est fait une grande écho dans toutes nos publications clandestines et comme ça. Le Chili, c'était une question de débat aussi, de si la voix d'Allende comme ça. Et c'est pour cela qu'on a été toujours très proches. Et bon, c'est ça dont on parle dans les bouquins, mais avec ça. Expliquer l'histoire de Winnipeg, dans quel contexte on fait cette expédition, et reproduire ce journal. C'est un bijou, même si du point de vue politique c'est très discutible comme ça, mais comme ça, le miracle de faire un journal tous les jours en plein océan, et après aussi reproduire la liste de ces gens qui sont partis là-bas au Chili. C'est ça. 20 minutes. Merci. C'est bien. Preguntas, cuestiones, lo que queráis, o lo que, ce que vous voulez. Moi j'ai une petite question. Oui, très bien. Je crois que savoir pourquoi, mais parce que la différence, je crois, il y avait plusieurs différences, mais oui, je suis la dernière passagère du Massilia à l'âge de un mois. D'accord. Je suis née en France. Et alors, oui, quand le Massilia est parti, il y avait les Républicains, il n'y avait pas le journal, et il y avait un groupe. C'était deux groupes compacts qui se partageaient la 3e classe, ça se passait très bien, et qui étaient des Juifs qui avaient réussi à passer par l'Italie. Et là, je crois que le Winnipeg n'en a pas, non? Parce que c'était un an après, oui, c'est ça. Oui, le Massilia, c'est, oui, l'année 40. Non, 39. 39 Ah, 39. 39. C'est juste... moi, je suis née en septembre 39, oui. Et on est parti en octobre. On est arrivé, oui. Et je pense que c'est encore un moment où les Juifs pouvaient peut-être bouger. Dans les Winnipeg, oui. 100% oui. d'Espagnols. Ce sont des Espagnols. Des Espagnols, des religions peut-être catholiques ou des gens qui ne pratiquaient aucune religion et comme ça, mais peut-être il y avait quelques juifs. Oui, mais bon. Mais là, il y avait deux groupes, alors ils étaient arrivés à un accord communiste
toi tu fais ça, ils se sont partagés très bien les espaces, et ils sont partis, les pauvres, au Paraguay, ou sont partis après les nazis, alors là, je ne sais pas. Mais... Et ici, tous, ils sont arrivés au Chili. Sauf, bon, il y a quelques-uns qui sont... Mais ils étaient au Chili, les premiers qui ont débarqué, c'était à Arica, dans le nord. Il y a une quarantaine qui sont descendus, mais le reste, il a continué jusqu'à Valparaiso. Et une fois qu'ils sont arrivés à Valparaiso, ils ont parti dans différentes villes, comme ça, mais la plupart, ils sont restés sur Valparaiso, Viña del Mar, et surtout Santiago. Mais après, ils se sont éparpillés. Par exemple, celui que j'ai raconté, qui était bien vieux, pardon, il était parti à Concepción. Hein, et ils se sont, mais tous, ils ont eu la même... il n'y avait pas de classe dans les Winnipeg. Non. Oui. Mais là, il n'y avait pas de classe, ils étaient dans la dernière classe. Mais ils ont pu échapper, ces juifs, je crois, in extremis. Et comme les Espagnols, assez vite. Mais en plus, je viens de dire, le Winnipeg, il est parti avant qu'elle commence la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Alors, ils n'ont pas eu de problème pour sortir. Mais après ça, par exemple, les Winnipeg qui pensaient qu'il allait faire beaucoup plus d'expéditions, et c'est pour cela qu'il avait aménagé, c'est la seule qui l'a fait. Pour ça. Il est allé à Valparaiso, il est rentré en France, en plus, il y a eu au bateau une espèce de mutinerie entre les marins et les capitaines, parce que la plupart des marins c'était des gens du Parti communiste et comme ça, et c'est pas que ça. Et le capitaine, il a mis, comme on dit, un procès en marche et comme ça. Et quand ils sont arrivés à Bordeaux, ils ont eu un procès qu'après, comme le capitaine n'est pas apparu, ils ont fait la formule, cette formule française, que les correspondants archivar un caso n'a pas lieu non lieu. Mais ils ont eu un procès et tout. Et quelques marins, ils sont restés quelque temps à Fort Da, que c'était une espèce de forteresse militaire là à Bordeaux. Mais, c'est-à-dire, c'était commencé la Première Guerre mondiale, mais les choses se sont beaucoup plus... Il y a eu encore quelques expéditions vers la Venezuela et vers l'Argentine, 39 à la fin comme ça, mais les choses ils se sont beaucoup plus compliquées une fois que les nazis ils entrent en France et comme ça, et que la mer devient aussi un tableau de la guerre mondiale. Par exemple, il y a une expédition très connue, chez nous, bon, c'était un bateau Alcina qui était parti de Marseille, et là, je crois qu'il y avait des juifs. Oui, de Marseille, il est parti janvier 1941, et il est arrivé en Argentine, pas dans ce mois après, mais 441 jours, parce que quand ils sont arrivés à Dakar, les Britanniques, ils ont dit, ces bateaux de drapeau français, ils ne peuvent pas, parce qu'on va les couler. Alors, ils sont restés à Dakar. De Dakar, ils ont fait marche arrière vers le Maroc français, jusqu'à Casablanca et comme ça. Et les gens, par exemple, qui avaient des ressources, ils ont cherché des hôtels et comme ça. Mais le reste des gens, ils sont été dans des camps en Maroc et en Algérie. Et une fois qu'ils ont préparé notre bateau, les Kwanza, ils ont pu aller jusqu'à Mexico. Mais c'était un bateau, je crois, de drapeau portugais. Alors, mais c'est compliqué ça. Et là, les Juifs, dans ces contextes, par exemple, les camps de Rivesaltes comme ça, à côté, j'écoute que vous avez entendu parler, à côté de Rivesaltes, par exemple, il est sorti là, ils ont formé une maternité, la maternité d'Elne. Alors, c'était pour les réfugiés espagnols d'abord, mais après, par exemple, il y avait pas mal de Juifs qui fouillaient et quand la femme elle était en grossesse, ils ont profité, on va dire, des filières et des réseaux surgis autour ou pour les républicains espagnols. Oui, sans problème. Il y a un détail dont vous ne parlez pas, j'ai peut-être mal compris, il y a longtemps que j'avais entendu parler de ça, dans la chronologie de l'affaire. Oui. Au moment où le bateau est en mer, oui.
l'Union soviétique, il y a eu le pacte germano-soviétique, mais point. Mais entre en Pologne, et est-ce que ça n'a pas eu un impact sur le parcours? J'avais cru comprendre qu'au moment de franchir le canal de Panama, cette attitude de l'Union soviétique, qui auparavant c'était simplement un pacte innocent, enfin comment dire, sans importance, là revêt toute son importance. Est-ce que ça a eu un impact concernant le parcours du bateau et sur le bateau? Non. Bon, pas sur le parcours du bateau, parce qu'on a connu, et le journal s'est fait écho, on a connu les pactes Union soviétique, Allemagne, les 24 et 25 août. Ils étaient déjà dans le Pacifique, près de, je sais pas, Équateur ou comme ça. Alors les bateaux étaient. Mais, par exemple, dans le journal, on voit ça, qu'ils informent de ces pactes, mais ils sont, par exemple, les communistes comme ça, sont tout à fait déboussolés, parce qu'ils voient que son grand chef, Staline, il est en train de faire un pacte avec Hitler. Alors, les bateaux, ils continuent. Mais dedans il y a eu des barrages, des débats comme ça entre les différents blocs politiques. Ça, on n'a pas parlé aussi non plus. Neruda et son équipe, ils font une sélection des gens. Et ça, on le voit. On le voit, par exemple, et nous, on a mis dans la liste l'affiliation politique de ceux qu'on savait. Et ceux qui dominent, ce sont des gens communistes ou des gens de la UGT. Il y a très peu, par exemple, des gens du POUM ou de la CNT. Et ceux qui sont entrés, par exemple, au bateau de la CNT, pas mal de fois, ils ont falsifié ses données, son nom, parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas être acceptés en disant qu'ils étaient des anarchistes. Il y a un bouquin dans la bibliographie d'une personne de la CNT il a fait le bouquin une fois arrivé à Chili les mois derniers, où il raconte tous ces trucs. Mais je devais dire, quand dans les bateaux, ils connaissent qu'il y a un pacte Staline-Hitler, c'est la grande... Bon, comme dans tous les cas, les communistes, ils ne savaient pas comment expliquer qu'ils partaient avec Hitler, qui jusqu'alors, et par exemple, les gens qui venaient de l'Espagne, Hitler c'était celui avec ses avions qui avait aidé les franquistes. Alors, tous sont déboussolés du point de vue politique. Mais, discipline oblige, et le communiste, bon, il essaie de dire, bon, on ne sait pas pourquoi, mais il aura une raison pour faire ces pactes. Et la Pologne dont tu parles, tu sais que dans les pactes Staline, Hitler, Ribbentrop, Molotov, qui sont les ministres des Affaires étrangères, ils décident de se partager. Mais c'est secret. Et le premier, oui, mais le 1er septembre, c'est l'Allemagne qui entre en Pologne, mais de l'autre côté, c'est l'URSS aussi qui... Le 15, oui, mais vers la mi-septembre. Oui, mais... Quand le bateau est déjà... Le bateau est déjà arrivé. Ah, il arrive. Ah oui, il arrive le 4 septembre. Le 4 septembre, il est. Les 3 septembre. Il arrive, je crois, les 2, mais il désembarque les 3 parce qu'il reste... c'est la nuit. À Valparaiso, bon, oui, 2-3 septembre, ils sont à Arica, je crois que c'est le 1er septembre, et 2 jours après, c'est à Valparaiso. C'est-à-dire, eux, mais ça c'est un miracle, ils ont eu connaissance de ces pactes dans la mer, mais ils sont déjà, l'expédition, il est déjà très avancée. Je te dis, ils doivent être déjà sur Équateur, comme ça. Ils vont arriver au Chili 2 jours après. Et je dis, il y a un aspect ça. Les marins qui appartiennent au Parti communiste et à la CGT comme ça, ils ne veulent pas rentrer en France. Parce que Staline, il a signé ses pactes. Il ne veut pas rentrer en France. Et c'est pour cela qu'il y a une espèce de mutinerie. Et il faut qu'il rentre en France avec d'autres marins. Et quand ils rentrent en France, ils vont être poursuivis par la dénonciation du capitaine, des moutins. Et je te dis, c'est quelques mois après, et il y a, comme on dit, archivado, un non-lieu. Un non-lieu, parce que le capitaine n'est pas. Mais c'est toute la série
des contradictions. À cause de l'illégalisation du Parti communiste. Le Parti communiste, il est illégalisé tout de suite, en septembre 1939. Et la CE, c'était pas une organisation du Parti communiste, mais comme ceux qui étaient à la CE, c'était des gens, des gouverneurs républicains très penchés à la gauche, près du Parti communiste et du secteur Negrin, du Parti socialiste, alors ils vont être mis hors la loi. Et c'est pour cela que les flics français, 2 ou 3 fois, ils entrent dans le bureau et à la fin, ils amènent tous les matériaux. Je voudrais dire une chose, parce qu'il y a eu ici, dans sa même maison, il y a quelques années, 2 déjà sciences dédicacées à cette histoire de l'exil espagnol au Chili. Et dans l'ensemble de ces livres qui ont été présentés, il y avait quelqu'un qui avait travaillé sur l'international communiste en Amérique latine. Et tous ces bateaux, ce n'était pas la solidarité entre les camarades communistes, c'était les bateaux qui amenaient des armes, des matériels aussi dans la guerre d'Espagne. C'était l'entreprise et Neruda, c'était El Palo Blanco, pour dire comme ça, parce qu'il était un type très connu, un poète connu partout, donc il pouvait trouver beaucoup de solidarité. Mais c'était une entreprise du Parti communiste et les bateaux appartenaient à l'international communiste. Ces bateaux et d'autres, il y avait une vingtaine de bateaux. Il y avait France Navigation. C'était la grande compagnie derrière laquelle c'était l'international communiste, comme tu dis, et c'était le Parti communiste français comme ça. Et comme tu dis, c'est vrai, les Winnipeg, il avait fait des voyages en Espagne en amenant des armes comme ça. Parce qu'il y avait un acteur très important dans la guerre d'Espagne. C'est clé pour comprendre la guerre d'Espagne. Et le comité d'intervention qui empêchait à la République d'acheter des armes d'une façon légale. Alors ils ont fait, on dirait, une espèce de contrebande d'armes comme ça. Et les bateaux Winnipeg, ils l'ont utilisé pour amener quelquefois des armes vers Valence. Oui, et les États-Unis aussi, il y a eu une grande solidarité aussi des gens progressistes, parce qu'il y a eu même une brigade juive qui a été internationale juive. Lincoln, brigade à Lincoln. Voilà, le Chili aussi, ils sont venus des gens qui sont, j'ai un oncle qui était dans... Et par exemple, un de ces bateaux aussi a ramené un hôpital de campagne. Et après, cet hôpital a été envoyé à l'Union soviétique. Il a eu, bon, c'était un gaffe immense, mais enfin, il y avait une organisation assez importante derrière ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voudrais raconter 2 petites anecdotes qui sont dans ce cadre-là. La première est plutôt cocasse et amusante, mais c'est une histoire que j'ai entendue raconter à Jean-Claude Carrière, qui a beaucoup travaillé avec le cinéaste, le grand cinéaste espagnol, Buñuel, voilà. Et j'ai entendu raconter à Carrière que lorsque le premier bateau avec des réfugiés espagnols, mais surtout avec des femmes et des enfants, lorsque ce premier bateau arrive à Veracruz, au Mexique, les femmes, les syndicats, les différents syndicats sont allés recevoir et souhaiter la bienvenue. Et parmi ces syndicats, avec une grande pancarte, il y avait les femmes, les syndicats de tortilleras. Et alors, c'était marqué Hermanas españolas, las tortilleras mexicanas vous donnent la bienvenue. Et paraît-il qu'elles avaient jeté un froid parmi les femmes espagnoles. Mais il faut que tu expliques. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tortillera en espagnol et en Amérique latine, c'est lesbienne. Oui, ou c'est quelqu'un qui a une double pratique, disons. Voilà. Et donc, vous savez, j'étais en froid parmi les femmes espagnoles qui étaient dans le bateau et qui regardaient les pancartes. L'autre histoire est plus sérieuse.
et déjeunant il y a quelques semaines chez Carmen Negrin, qui est la petite fille du président Juan Negrin. À un moment donné, Carmen me dit, je vois un vieux téléphone, et il me dit, de ce téléphone-là a téléphoné Neruda au Chili, et alors raconte, Neruda avait écrit plusieurs télégrammes au gouvernement chilien pour avoir l'accord pour arriver à Valparaíso avec le bateau. Et il n'y avait pas eu de réponse. Donc, un télégramme, 2 télégrammes, et il raconte ça à Negrin. Il dit à Negrin, voilà, je n'ai pas de réponse, qu'est-ce qu'on fait? Et Negrin lui dit, téléphone, voilà le téléphone ici. Et donc, Neruda a téléphoné au ministre des Relations extérieures chilien, etc. Et ils ont, grâce à cette communication rapide téléphonique, ils ont débloqué la situation. Et donc, Carmen, qui vit dans l'ancien, où est mort Don Juan Negrin, elle a hérité cet appartement, elle me dit, voilà, ce téléphone est témoin de l'histoire. Voilà. Mais tu as mentionné qu'on a reproché au Parti communiste de pas mettre, de faire descendre du bateau les personnes qui n'étaient pas proches du Parti communiste ou communiste. Et je parlais quand je suis arrivé en 1975 ici, on m'a présenté Andrade, qui était le 12e homme del PUM, une fois qu'on avait fait disparaître le communiste Andrés Nin. Et donc cet Andrade m'a montré sa bibliothèque et il m'a dit qu'il admirait beaucoup Neruda, mais textual, il m'a dit, mais c'était un fils de pute. Eux, ils donnaient les gens du PUM et les anarchistes, les faisaient descendre et les rendaient à la garde civile. Pas autant, mais c'est vrai que c'est la parole de lui, c'est sa parole. Cette terre, que c'est c'est une chose que dans le monde de la gauche, malheureusement, il est habituel, pas mal de fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question ou parler? Moi, je voudrais juste ajouter qu'au Chili, il y a, actuellement, il y en a certainement beaucoup plus, mais il y a une sénatrice communiste qui est petite fille des gens du Winnipeg. C'est Claudia Pascual, sénatrice communiste. Mais au Chili, on a eu aussi un ministre de l'Intérieur de Pinochet, qui était... Quel était le terme que tu disais tout à l'heure? Un fils de quoi? Oui, c'est ça. Qui était ministre de l'Intérieur de Pinochet et qui était enfant d'une famille qui est arrivée dans le Winnipeg. C'est Sergio Fernandez. Ouais. Voilà, comme quoi. Et... Bon. Je veux dire qu'au Chili, nous connaissions tous, les gens de gauche, toutes les chansons républicaines. On les chantait. Nos générations connaissent toutes les chansons, nos générations de gauche, évidemment. Effectivement, toutes les chansons de la guerre d'Espagne, on peut, enfin, en tout cas moi je peux les chanter. Il y a une association des enfants de Winnipeg, hein, oui. qui se réunit tous les 3 septembre. Oui. On les a connus maintenant quand on est allé là-bas justement le mois de septembre et on a participé dans les cérémonies qu'ils ont fait à Valparaíso, etc. Les 80 ans de l'arrivée du Winnipeg. C'était d'ailleurs un documentaire qui a été fait il y a quelques années par Juan Ortiz sur le Winnipeg. Elle témoignait de ces personnes d'association. Bon, s'il n'y a plus de questions, nous vous remercions de votre présence et nous invitons aussi, parce qu'il y aurait quelque chose avec les amis péruviens,
et France-Amérique latine, nous organisons une soirée pour l'Amazonie SOS Planète. Sera ici dans cette même salle le 21 janvier. Une soirée pour parler des problèmes écologiques. Merci, bonne soirée. Bon, il a les livres. Il a les livres.